Il arrive un instant précis dans la vie de certaines personnes profondément empathiques où quelque chose cesse brutalement de vibrer à l'intérieur. Ce n'est pas une crise spectaculaire, ni une explosion émotionnelle, ni même une tristesse visible. C'est bien plus déroutant que cela. Tout devient silencieux. Pas de colère. Pas de larmes. Pas de révolte. Juste une extinction calme, presque clinique. Comme si un interrupteur invisible venait d'être actionné. Ce moment-là, Carl Jung l'a observé à maintes reprises, et ce qu'il a découvert a bouleversé tout ce que l'on croit savoir sur l'empathie, la guérison et l'éveil intérieur. Jung a compris que cet état n'était ni une dépression, ni un trouble émotionnel, ni un effondrement psychologique. Ce n'était pas un burn-out ordinaire. Il s'agissait, selon lui, de la phase finale d'un processus de transformation intérieure radicale. Une étape ultime d'éveil qui ne ressemble en rien aux images lumineuses et apaisantes que l'on associe habituellement à la spiritualité. Cette phase fait peur. Elle déstabilise. Elle inquiète profondément ceux qui l'observent de l'extérieur. Car lorsque la personne empathique cesse de s'investir émotionnellement, elle ne devient pas cruelle, mais elle devient inaccessible. Et cette inaccessibilité change tout. Pendant des décennies, Jung a suivi des patients à l'empathie extrême. Des individus hypersensibles, constamment envahis par les émotions des autres, incapables de poser des limites claires, convaincus que leur rôle était de comprendre, d'absorber, de réparer. Semaine après semaine, ils venaient à lui épuiser, chargés de douleurs qui n'étaient souvent même pas les leurs. Puis, un jour, quelque chose basculait. Ils entraient dans son cabinet différent. Pas apaisés. Pas de guéris au sens classique. Mais transformés d'une manière qui mettait Jung profondément mal à l'aise. Ils ne se souciaient plus des autres comme avant. Et non, pas parce qu'ils étaient devenus insensibles ou égoïstes. Ce que Jung a compris, c'est que ce lâcher-prise total n'était pas un échec du processus thérapeutique. C'était une métamorphose. Une mutation psychologique si profonde que la personne qui en ressortait n'avait presque plus rien à voir avec celle qui était entrée. Pour saisir ce phénomène, Jung a dû regarder au-delà des apparences et comprendre ce qu'étaient réellement ces empathes avant leur réveil. Contrairement aux idées reçues, Jung ne voyait pas ces personnes comme des adultes naturellement altruistes. Il voyait des enfants qui avaient appris très tôt à survivre. Des enfants dont les frontières psychologiques avaient été violées de façon répétée. Des enfants qui n'avaient jamais eu le luxe de développer une identité émotionnelle stable, parce que leur sécurité dépendait de leur capacité à lire l'humeur des adultes autour d'eux. La petite fille qui sentait la colère de son père avant même qu'elle n'explose. Le garçon qui absorbait la tristesse de sa mère pour empêcher qu'elle ne s'effondre. L'enfant devenu médiateur émotionnel dans une famille incapable de communiquer sans se détruire. Ces empathes ne sont pas nés ainsi. Ils ont été façonnés. Forgés dans des environnements où leur propre monde intérieur devait être sacrifié pour stabiliser celui des autres. Ils ont appris à disparaître pour devenir ce dont la pièce avait besoin. À mesure qu'ils grandissaient, ce mécanisme de survie s'est transformé en identité. Et c'est là que se situe la tragédie que Jung trouvait la plus profonde. À l'âge adulte, ces personnes avaient oublié que leur empathie était une stratégie de survie. Elles la considéraient comme une vertu morale. Leur absence de limite devenait une preuve de bonté. Leur tendance à se négliger était interprétée comme une élévation spirituelle. Et tout leur entourage renforçait cette illusion, car l'empathique rend la vie plus facile pour tout le monde. Il absorbe les conflits pour éviter aux familles d'affronter leurs dysfonctionnements. Il régule les émotions pour que les lieux de travail n'aient pas à se remettre en question. Il porte l'ombre des autres pour qu'ils n'aient jamais à la regarder en face. Jung savait une chose essentielle, pour qu'un empathique guérisse réellement, il fallait que quelque chose se brise de manière irréversible. Pas lentement. Pas progressivement. Mais dans un moment de lucidité brutale, où toute la vision du monde s'effondre. Et ce moment arrive presque toujours lorsqu'ils voient clairement, pour la première fois, à quel point ils ont été utilisés. Non pas par une seule personne, mais par un système entier. Une structure sociale construite pour extraire leur énergie émotionnelle sans jamais la leur rendre. Mais la découverte la plus dévastatrice n'était pas là. Le véritable choc, selon Jung, survient lorsque l'empathique réalise qu'il n'a pas seulement été exploité. Il a participé à sa propre exploitation. Il a appris aux autres comment le traiter. Il a accepté les miettes en les appelant de l'amour. Cette prise de conscience détruit le récit confortable de la victime. Elle oblige à regarder une vérité bien plus douloureuse que la trahison, sa propre complicité. À ce stade,
quelque chose change définitivement. Pas une amertume explosive, pas une haine visible, mais une solidification intérieure. Une décision silencieuse, ferme, irrévocable. Plus jamais se trahir pour le confort des autres. Plus jamais s'auto-immoler pour maintenir une fausse harmonie. Plus jamais accepter un amour qui coûte la paix intérieure. Si ce que tu entends résonne déjà en toi, c'est que tu es probablement plus proche de cette étape que tu ne l'imagines. Et si tu veux comprendre jusqu'au bout ce processus que peut Oz t'expliquer clairement, prends une seconde maintenant pour t'abonner à la chaîne. Ce contenu n'est pas là pour flatter, il est là pour éclairer, et les prochaines scènes vont aller encore plus loin dans ce que Jung a réellement mis en lumière. Après ce moment de rupture silencieuse, il ne se passe pas immédiatement quelque chose de spectaculaire. Il n'y a pas de renaissance instantanée, pas de clarté soudaine, pas de paix immédiate. Ce qui arrive ensuite est bien plus dérangeant. Carl Jung a observé que l'empathie qui lâche réellement prise traverse une séquence qu'il appelait des morts psychologiques. Pas une seule. 3. Et chacune d'elles est nécessaire, irréversible et profondément incomprise par l'entourage. La première mort est la plus déstabilisante, car elle touche directement l'identité. C'est la mort de la personne que l'empathie croyait être. Toute sa valeur était construite autour d'un rôle précis, être celui qui aide, celui qui comprend, celui qui soutient quand personne d'autre ne le fait. Depuis l'enfance, il avait appris que son utilité faisait sa légitimité. Que sans ce rôle, il n'existait pas vraiment. Lâcher prise signifie laisser mourir cette version de soi. Ne plus répondre à chaque appel à l'aide. Ne plus intervenir automatiquement dans les problèmes des autres. Ne plus confondre présence et sacrifice. Ce retrait crée un vide terrifiant. Sans les demandes extérieures pour structurer son quotidien, l'empathique se retrouve face à lui-même. Et très souvent, ce face-à-face révèle une vérité dérangeante, il ne sait pas vraiment qui il est en dehors de ce rôle. Jung insistait sur un point fondamental. Ce vide ne doit pas être comblé trop vite. Il doit être toléré, supporté, traversé. Car c'est seulement dans cet espace nu que quelque chose de réel peut émerger, sans condition, sans performance, sans fonction imposée. La deuxième mort est encore plus douloureuse, car elle s'attaque à l'espoir. L'espoir que si l'on aime suffisamment, si l'on donne assez, si l'on se montre patient et compréhensif, alors l'autre finira par changer. L'empathie doit accepter une vérité brutale, certaines personnes sont structurellement incapables de réciprocité. Aucun effort supplémentaire ne les rendra soudainement empathiques. Aucun sacrifice ne déclenchera chez elles une prise de conscience miraculeuse. Cela signifie faire le deuil de relations idéalisées. Accepter qu'un parent ne deviendra jamais soutenant émotionnellement. Qu'un partenaire ne développera jamais l'empathie attendue. Qu'un ami restera centré sur lui-même. Jung avait remarqué que les empathes confondent souvent potentiel et réalité. Ils tombent amoureux de ce que l'autre pourrait être, pas de ce qu'il est réellement. Cette deuxième mort exige de tuer le personnage imaginaire pour enfin voir la personne telle qu'elle est, sans filtre, sans projection. La troisième mort est la plus subtile, mais aussi la plus radicale. C'est la mort de l'histoire qui donnait un sens à la souffrance. Beaucoup d'empathes survivent en construisant des récits spirituels ou moraux autour de leur douleur. Ils se disent que tout cela sert à quelque chose. Que cette souffrance les purifie. Quel est le prix d'une mission plus grande? Jung a vu à quel point ces narrations rendaient la douleur supportable. Elles lui donnaient une direction, une justification. Mais le lâcher-prise final exige d'abandonner aussi ces histoires. D'accepter une possibilité vertigineuse, et si cette douleur n'avait pas de sens caché? Et si elle n'était que de la douleur, pure et simple? Tant que l'empathique croit que sa souffrance a une valeur supérieure, il continuera à se porter volontaire, à se sacrifier, à rester là où il se détruit lentement. Lâcher cette croyance est effrayant, car elle enlève la dernière raison de rester. Ces trois morts laissent l'empathique dans un état de chaos intérieur. Plus d'identité claire. Plus d'espoir de transformation chez l'autre. Plus de récits pour justifier la souffrance. Rien de familier à quoi se raccrocher. Et c'est précisément à cet endroit que Jung disait que le processus devait mener. Pas vers une version meilleure de soi immédiatement, mais vers un point zéro. Un espace vide, inconfortable, mais authentique. À l'extérieur, cette phase est presque toujours mal interprétée. Les proches pensent que l'empathique devient froid, distant, cassé. Ils parlent de dépression, de crise existentielle, de perte de sens.
Mais Jun savait que ce n'était pas un effondrement. C'était un dépouillement. Une désintégration nécessaire avant toute reconstruction réelle. À ce stade, l'empathique ne se replie pas par vengeance. Il se retire parce que maintenir des liens fondés sur l'ancien modèle est devenu insupportable. Chaque interaction force et réactive un rôle qu'il est en train de laisser mourir. Chaque tentative de revenir comme avant est ressentie comme une violence intérieure. Alors il s'éloigne. Il se tait. Il cesse d'expliquer. Non pas pour punir, mais parce qu'expliquer revient souvent à se justifier, et il n'a plus l'énergie de défendre une transformation que personne ne veut vraiment comprendre. Ce passage est l'un des plus solitaires qu'un être humain puisse traverser. Mais selon Jun, il est non négociable. Aucun empathique n'atteint une véritable souveraineté émotionnelle sans accepter de traverser ces trois morts. Ceux qui tentent de les contourner retournent tôt ou tard à leurs anciens schémas, convaincus d'avoir guéri, alors qu'ils n'ont fait que s'adapter encore une fois. Et ce n'est qu'après ce dépouillement total qu'apparaît la phase la plus étrange, la plus déroutante et la plus mal comprise de toutes. Celle que Jun appelait le silence. C'est ce silence que nous allons explorer dans la prochaine scène. Après les trois morts psychologiques, il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Aucun rôle, aucune histoire, aucun espoir recyclé. C'est ici que commence la phase que Carl Jung décrivait comme la plus déroutante, autant pour celui qui la traverse que pour ceux qui l'observent, le silence. Mais ce silence n'a rien de paisible. Ce n'est pas la tranquillité recherchée dans la méditation ou le repos émotionnel. C'est un vide creux, dense, presque inquiétant. Un retrait profond de tout investissement émotionnel envers le monde extérieur. À ce stade, l'empathique ne coupe pas les gens par colère ou par rancune. Il cesse simplement d'être intéressé. Les appels restent sans réponse. Les invitations sont ignorées. Les conversations superficielles deviennent insupportables. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que l'énergie nécessaire pour maintenir des connexions fausses ou déséquilibrées est désormais ressentie comme une agression intérieure. Chaque échange qui exige un ancien rôle devient douloureux. Alors l'empathique se retire, sans discours, sans justification, sans drame. Pour l'entourage, cette phase ressemble à une dépression. Les gens parlent de perte de motivation, d'isolement, de repli dangereux. Jun, lui, voyait exactement l'inverse. Ce n'était pas une chute. C'était un désengagement. Pour la première fois de sa vie, l'empathique cessait de gérer la réalité émotionnelle des autres. Il ne portait plus ce qui ne lui appartenait pas. Il se déconnectait de ce que Jun appelait la matrice émotionnelle collective. Et cette déconnexion révèle quelque chose de profondément déstabilisant. Une grande partie de ce que l'empathique croyait être sa personnalité n'était en réalité qu'une suite de réactions aux besoins, aux attentes et aux tensions des autres. Une fois ces stimuli retirés, un inconnu apparaît. Un être sans script, sans fonction définie, sans masque social automatique. Jun observait souvent que ses patients disaient ne plus se reconnaître. Et c'était précisément le signe que le processus suivait son cours. Ce silence n'est pas optionnel. Il ne peut pas être écourté sans conséquence. Sa durée varie énormément. Pour certains, quelques mois suffisent. Pour d'autres, il faut des années. Jun insistait sur un point, tant que ce silence n'a pas été pleinement vécu, aucune reconstruction authentique n'est possible. Car c'est dans cet espace que l'empathique commence, souvent pour la première fois, à entendre sa propre voix. Pas la voix polie, adaptée, calibrée pour ne déranger personne. Mais une voix brute, directe, longtemps étouffée sous des décennies d'ajustements permanents. Cette voix dit des choses que l'empathique ne s'était jamais autorisé à penser. Qu'il n'aime pas vraiment certaines personnes de sa famille. Que certaines amitiés n'ont toujours été qu'à sens unique. Qu'il est resté dans des relations longtemps après que l'amour ou le respect ait disparu. Au début, ces pensées provoquent une culpabilité intense. Elles semblent cruelles, égoïstes, inacceptables. Mais progressivement, l'empathique apprend quelque chose de fondamental, reconnaître une vérité n'est pas la même chose que la juger ou la justifier. Il apprend à laisser ces réalités exister sans chercher immédiatement à les adoucir, à les excuser ou à les rationaliser. C'est une discipline intérieure radicale et extrêmement inconfortable. Pendant ce temps, le cercle social réagit presque toujours de la même manière. La disparition de l'empathie déclenche une panique silencieuse. Les messages se multiplient. Les tentatives de sauvetage se succèdent. Les proches redoublent d'efforts pour le ramener à l'ancien équilibre,
souvent sans réaliser que cet équilibre reposait entièrement sur son auto-sacrifice. Mais cette fois, l'empathique ne mord plus à l'hameçon. Il n'a pas construit de murs agressifs. Il a simplement cessé de répondre aux mécanismes qui le maintenaient prisonnier. Ce retrait est interprété comme une trahison par ceux qui bénéficiaient de son ancienne disponibilité. On lui reproche de changer, de devenir distant, de ne plus être lui-même. Jung soulignait l'ironie cruelle de cette accusation. Ce qu'il regrette n'est pas la personne, mais la fonction qu'elle remplissait. Et c'est précisément cette fonction qui est en train de disparaître. Dans ce silence, quelque chose de crucial se produit. L'empathique apprend à exister sans performance émotionnelle. Il découvre qu'il peut être seul sans être vide, qu'il peut ne pas répondre sans être cruel, qu'il peut se retirer sans disparaître. Cette phase est inconfortable, mais elle est structurante. Elle reprogramme entièrement la relation à soi-même. Lorsque le silence commence enfin à se dissiper, ce n'est pas parce que l'empathique a retrouvé l'envie de revenir comme avant. C'est parce qu'autre chose est prêt à émerger. Quelque chose de beaucoup plus stable, plus dense, plus réel. Jung hésitait même à parler de la même personne. Il décrivait cette transition comme une mort du faux moi et l'apparition d'un noyau authentique longtemps étouffé. Et ce qui va émerger après ce silence n'est pas une version plus douce ou plus conciliante de l'empathique. C'est une version profondément transformée, dotée de qualités que peu de gens savent reconnaître immédiatement. Des qualités qui seront souvent perçues comme de la froideur, alors qu'elles sont en réalité les signes d'une santé psychologique retrouvée. C'est cette renaissance que nous allons explorer dans la scène suivante. Lorsque l'empathique sort enfin du silence, ce qui émerge n'est pas une version réparée de l'ancien soi. Ce n'est pas un retour à l'équilibre d'avant, ni une amélioration progressive de ce qui existait déjà. Carl Jung parlait ici de renaissance psychologique, et il pesait chaque mot. Car la personne qui revient n'est plus gouvernée par le besoin d'être aimée, utile ou nécessaire. Elle est gouvernée par quelque chose de radicalement nouveau, la souveraineté intérieure. Cette renaissance se manifeste par 3 qualités que Jung trouvait à la fois impressionnantes et profondément dérangeantes pour l'entourage. La première est un discernement sans compromis. L'empathique renaissant perçoit très rapidement la structure émotionnelle d'une personne. Il n'a plus besoin de mois ou d'années pour comprendre qui est fiable et qui ne l'est pas. Une conversation suffit souvent. 2 interactions confirment l'intuition. Et surtout, cette fois, il agit sur cette perception. Il ne donne plus de chance infinie. Il ne confond plus potentiel et réalité. Ce comportement est perçu comme froid par ceux qui étaient habitués à une tolérance illimitée, mais Jung y voyait un signe clair de santé psychique retrouvée. La deuxième qualité est une disponibilité stratégique. L'empathique renaissant n'est plus accessible en permanence. Son attention, son énergie et sa présence émotionnelle ne sont plus distribuées automatiquement. Elles deviennent conditionnelles à une réciprocité réelle. Cela peut sembler calculé de l'extérieur, mais Jung insistait sur un point essentiel, l'empathie est une ressource limitée, pas une obligation universelle. Cette nouvelle version de l'empathique se pose une question simple avant de s'impliquer, mon aide permettra-t-elle une croissance réelle ou va-t-elle simplement maintenir une fuite de responsabilité chez l'autre? Si la réponse est la seconde, il se retire sans culpabilité. La troisième qualité est la plus puissante de toutes, une souveraineté inébranlable. L'empathique renaissant ne dépend plus de la validation extérieure pour exister. Il n'a plus besoin que les autres confirment sa valeur, sa bonté ou sa légitimité. Il sait ce qu'il sait. Il fait confiance à ce qu'il ressent. Cette autonomie psychologique le rend extrêmement difficile à manipuler, car les leviers classiques cessent de fonctionner. La culpabilité ne prend plus. La honte n'atteint plus. Les tentatives de pression émotionnelle échouent, car elles reposaient toutes sur un ancien terrain intérieur qui n'existe plus. Jung notait que cette souveraineté est souvent interprétée comme de l'arrogance. En réalité, elle n'a rien à voir avec un sentiment de supériorité. C'est simplement la conséquence naturelle d'une personne qui a cessé de se chercher dans le regard des autres. L'empathique renaissant traverse désormais le monde différemment. Il entre dans une pièce sans scanner immédiatement qui a besoin d'aide. Il écoute sans absorber. Il aime sans se dissoudre. Ce que Jung a découvert ici est fondamental. Les empathes qui atteignent ce stade développent une forme de puissance psychologique rare. Pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir sur leur propre réalité intérieure. Ils ne sont plus gouvernés par leurs émotions, même s'ils continuent à les ressentir pleinement. Ils peuvent rester avec l'inconfort sans chercher à le faire disparaître. Ils ne confondent plus amour et dette.
Ils comprennent qu'aucune relation saine ne devrait exiger l'abandon de soi. Mais Jung lançait aussi un avertissement clair. Après une vie entière sans limite, le risque est de surcorriger, de confondre protection et fermeture totale, de transformer le discernement en cynisme. Le véritable objectif n'est pas de cesser d'être empathique, mais de le devenir consciemment. Utiliser la sensibilité comme un outil maîtrisé, et non comme une blessure qui dicte chaque décision. Trouver l'équilibre entre ouverture et fermeté, entre compassion et respect de soi. Lorsque ce travail est intégré, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'empathique devient capable d'une profondeur émotionnelle immense sans s'y noyer. Il peut aimer sans se perdre, donner sans se vider, être présent sans s'effacer. Ce n'est pas une fermeture du cœur, c'est une maturité du cœur. Beaucoup de personnes qui atteignent ce stade doivent faire face au jugement social. On les accuse d'être froides, ingrates, égoïstes. On leur dit qu'elles regretteront leur choix. Jung expliquait que ces réactions en disent plus long sur les systèmes qui dépendent de leur autosacrifice que sur leur transformation. Les structures construites sur des empathes inconscients ont besoin que ces derniers croient que leur sensibilité les oblige à se sacrifier. Ceux qui s'en libèrent deviennent une menace silencieuse. Si tu te reconnais dans cette phase finale, si tu as atteint ce silence et que tu ne te reconnais plus, Jung aurait été très clair avec toi, c'est exactement le signe que le processus fonctionne. Tu n'étais pas censé rester la version de toi qui servait tout le monde au détriment de ta santé mentale. Cette version devait disparaître pour que quelque chose de vrai puisse enfin exister. Avant de terminer, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Ce contenu n'est pas là pour maintenir les illusions confortables, mais pour expliquer ce que peu de gens osent nommer clairement. Chaque abonnement permet d'approfondir ces sujets sans compromis, sans simplification abusive, et avec la rigueur qu'ils méritent. Le lâcher-prise final n'est pas un abandon de l'amour. C'est la fin de l'auto-trahison. C'est le moment où l'on choisit la santé plutôt que la survie émotionnelle. Ce que tu as traversé n'est pas un effondrement, mais une percée. Une renaissance chaotique, inconfortable, parfois solitaire, mais nécessaire. Tu n'es pas devenu quelqu'un de dur. Tu es devenu quelqu'un d'entier. Et Jung aurait dit que cette découverte, aussi coûteuse soit-elle, vaut absolument tout ce qu'il a fallu perdre pour y parvenir.